Salut équipe, c'est Samy pour Après Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on est mardi soir, je sors la vidéo mercredi soir, j'essaie d'être le plus proche de l'actu, c'est la draft NBA, vous allez savoir tout ce que je pense sur cet événement. Dans ce genre de cas, j'essaie de coller l'actualité et sortir ma vidéo le plus proche de l'événement. Et dans ce cas-là, la draft NBA, c'est dans la nuit. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi pour être précis. Ça commence à 1h du matin. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Je vais faire cette vidéo en 4 parties. Un peu comme une dissertation de philo, mais avec une partie de plus. Rapidement, je vous rappelle ce que c'est que la draft pour ceux qui sont nouveaux. Parce que il faut toujours initier les novices. Je vous parle des joueurs qui ont attiré mon attention. Alors, c'est peut-être pas tous ceux qui sont dans le top 10, top 15. Mais c'est ceux qui ont attiré mon attention à moi. Troisième partie, je vais vous parler de 2 sujets sur lesquels je vais garder un œil pendant ce processus de la draft. Je vous avoue, ces parties sont rapides parce que ça me mène à la 4e partie. À ma 4e partie, je vous fais ma mock draft des 10 premiers choix parce que après c'est chiant. Encore une fois, ma mock draft, c'est ce que je pense qui va se passer. C'est pas ce que je ferai à la place des équipes. En tout cas, grosse vidéo prévue ce soir. J'adore ça. Oublie pas ton pouce bleu, on est parti. Partie 1, je vous rappelle un petit peu ce que c'est que la draft de NBA. La draft de NBA, en français, si tu le traduis, c'est le repêchage. En gros, c'est le jour où les joueurs universitaires sont sélectionnés pour jouer dans des équipes NBA. Pour choisir l'ordre de sélection, ils prennent le classement de l'an dernier et ils le renversent pour avoir les pires équipes en haut. Et la ligue en elle-même, pour éviter que les équipes fassent exprès de perdre pour avoir un bon choix dans la draft, ils font un truc qui s'appelle la loterie. La loterie, c'est mettre les équipes qui ont eu le plus mauvais bilan l'an dernier dans une boîte et un petit peu choisir aléatoirement qui aura le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième choix. Mais quand même, l'équipe qui a le plus perdu de match, elle a une pondération, elle a plus de chances d'avoir un meilleur choix. Grosso modo, c'est ça. Les joueurs universitaires arrivent en NBA. En université, ils peuvent rester 1, 2, 3 ou 4 ans. Et maintenant, ils rentrent dans la cour des grands. Maintenant, on est en 2018. Qu'est-ce qui m'a attiré l'œil? Quels joueurs m'ont intéressé dans cette draft? C'est la partie 2. On commence par Michael Porter Jr. Michael Porter Jr. s'est blessé au dos, il est passé sur le billard plusieurs fois. Il a rejoué entre temps, c'était pas du tout le même. Et avant sa blessure, c'était un scoreur qui montrait le potentiel de Carmelo Anthony par exemple. Et moi je crois en lui et je pense qu'une équipe comme par exemple les Knicks, si Michael Porter Jr. vient à tomber jusqu'aux Knicks, il devrait être très heureux de le prendre. Avec Porter Jr. et Porzingis, ils pourraient très bien bosser ensemble en attaque, ce qui mettrait moins de pression à notre français Nilikina et à Moutier en attaque, parce qu'ils ont moins de talent et ils pourraient focuser sur ce qu'ils font de mieux, la défense. Et en particulier chez les Knicks, sachant que Porzingis ne va pas revenir en début de saison et peut-être pas toute la saison, ça c'est à voir, y a pas de pression, ils anticipent pas de gagner beaucoup de matchs en début de saison, ils vont pas forcer Michael Porter Jr. à retourner sur le terrain tout de suite. Et tu pourrais voir une dynamique assez intéressante où doucement Michael Porter Jr. revient et doucement Kristaps Porzingis revient et ils peuvent tranquillement former cette équipe et apprendre à jouer ensemble. Passons au joueur le plus convoité de cette draft, DeAndre Ayton. Ayton est le meilleur joueur de cette draft pour moi aussi. Il a une bonne différence entre lui et le reste des joueurs. Physiquement, il me fait penser à un jeune Dwight Howard. Mais je peux vous assurer qu'il ne sera jamais un ancre défensif comme Dwight Howard a été à Orlando. J'ai vu ses matchs. Un joueur de son physique et de sa vitesse, il devrait être beaucoup plus dominant sur le côté défensif. En attaque, il a le potentiel de devenir un Joel Embiid. Il sait jouer dos au panier, il a un petit dribble, il a un petit shoot à 3 points, mais c'est là la limite. Ça peut être un Embiid offensivement, mais c'est peut-être pas un Embiid défensivement. On passe à notre Européen, Luka Doncic. Et je pense que Doncic, il va pas être sélectionné aussi haut que nous les Européens on l'espère. Pour moi, c'est le 2e meilleur joueur de la draft. La ligue dans laquelle Doncic a évolué est bien plus physique, bien plus mature, bien plus intelligente, il y a plus de systèmes comparé au système de basket universitaire. Et donc à voir comment Luka Doncic a dominé et a porté son équipe du Real de Madrid, j'ai pleinement confiance pour que ça puisse devenir une star en NBA. Et en plus d'être un bon joueur européen, il a montré qu'il peut créer son shoot, qu'il sait shooter à 3 points, qu'il peut distribuer. Son basket est international et pourra marcher en NBA. Et je pense que du fait qu'il vienne d'Europe, il va tomber en dehors du top 2 et il y aura une équipe qui sera très contente de le sélectionner en dehors des 2 premiers spots. Ensuite, dans cette draft, si je suis une équipe qui cherche vraiment sa superstar, qui va le mener, qui va prendre l'équipe en main, je m'approche absolument pas de Trae Young d'Oklahoma. Ok, on aime beaucoup Trae Young, il a un shoot comme on a rarement vu, il sait distribuer des ballons et il avait beaucoup de pression offensivement sur ses épaules, mais Steph Curry par exemple en NBA, il se fait cacher en défense entre guillemets. C'est Klay Thompson qui va défendre contre le meilleur attaquant en face. Et derrière t'as Kevin Durant qui est devenu un défenseur excellent et Draymond Green qui est un ancien défenseur de l'année. Donc ça fonctionne ensemble. Mais Steph Curry c'est pas un si mauvais défenseur que Trae Young l'est. On a pu voir en universitaire Trae Young se faire battre très souvent
par des joueurs qui n'iront pas en NBA. Et c'est très fréquent défensivement. Il est extrêmement petit, il est frêle. C'est pas seulement les superstars, c'est absolument tout le monde en NBA qui pourront se faire plaisir face à lui quand il sera en défense. Et en plus de ça, c'est pas seulement qu'il est limité physiquement, c'est qu'on voyait pas beaucoup d'efforts en universitaire au niveau de sa défense. L'attaque, ça fatigue quand tu dois porter ton équipe. Mais ça va pas être cool avec un coach si on voit Trae Young être un petit peu lent, être un petit peu fainéant en défense. Ensuite on parle de Mo Bamba. J'adore Mo Bamba, le monde entier adore Mo Bamba. Et moi je vous explique pourquoi je l'adore plus que vous. Mo Bamba mesurait à plus de 7 pieds avec une envergure de 7 pieds 10, un record en NBA. Vous l'avez entendu si vous suivez l'actualité. Offensivement il a rien à envier à Ayton. Ses capacités sont un petit peu différentes. Il est moins prêt aujourd'hui à être une énorme menace offensive, mais on peut le voir, il a un petit shoot. Il communique bien sûr les pick and roll avec ses meneurs. Et défensivement c'est le joueur que Ayton ne pourra jamais être. Maintenant, pourquoi je l'aime beaucoup. Le mec a absolument tout compris sur la communication en NBA aujourd'hui. Faut juste poster sur Instagram que tu sais faire des 3 points et il faut le rappeler souvent. Depuis la fin des finales, presque toutes les semaines, on voit une petite vidéo de Mo Bamba qui enchaîne des 3 points. Tout le monde s'excite sur Instagram et sa valeur ne fait qu'augmenter. Déjà ça c'est un point. Ensuite du fait qu'il ait le potentiel d'être un Dwight Howard en défense. Quand je dis un Dwight Howard en défense, c'est le Dwight Howard d'Orlando, oubliez pas. Et il pourra mettre à l'aise ses extérieurs qui pourront être beaucoup plus agressifs en défense au niveau des 3 points parce qu'ils savent que derrière, il y a Mo Bamba qui peut défendre dans la raquette. Et ça change tout en NBA quand t'as beaucoup de joueurs qui tirent à 3 points. Ça c'était le deuxième point. Et le troisième point, il faut que vous écoutiez des interviews de Mo Bamba. Prenez le temps, regardez une interview. Alors avant la draft, tous les joueurs sont courtois, tous les joueurs sont gentils. Ça c'est tout le monde. Mais lui en interview il a montré qu'il est courtois mais aussi extrêmement intelligent. Il recherche énormément à propos du basketball. Il est extrêmement coachable. Il a la tête froide, il comprend l'importance du process de la draft. Et il s'exprime parfaitement avec aisance mais en étant humble comme peu de joueurs qui sont en NBA après des années d'expérience. Et avec sa tête sur les épaules, j'aime beaucoup ce qu'il peut proposer à une équipe. On n'a plus que 3 joueurs qui ont vraiment attiré mon attention. On passe à Michigan State, mon équipe universitaire préférée, parler de Jaren Jackson. Jaren Jackson, joueur intéressant, très jeune, beaucoup de potentiel, il n'est pas développé à fond aujourd'hui. Si tu lui demandes d'être ton meneur, ton scoreur en attaque aujourd'hui, tu vas te tromper. Il a un bon shoot et il est très bon défenseur et surtout les joueurs qui sortent de Michigan State, tu peux t'assurer qu'ils sont bons en défense. Ensuite on reste à Michigan State, Miles Bridges. Miles Bridges, c'est un Jaren Jackson avec quelques années d'expérience en plus en universitaire. Donc excellent pour des équipes comme les Cavs, pour une équipe comme Philly. Un joueur qui a un beau pourcentage au tir sur sa dernière saison, un joueur qui a été un très bon défenseur. Encore une fois, je me répète, Michigan State, c'est des joueurs qui sont extrêmement bons en défense. Et c'est une bête physique, c'est pourquoi je pense dans une équipe qui est déjà bien formée, c'est le joueur que tu vas rajouter, qui va te donner 15 minutes par match pour te remettre un bon coup de jus, bon coup de défense, et c'est le joueur qui peut un peu ramener l'élan du match vers son équipe. On reste sur le même nom de famille, mais je crois qu'ils ont rien à voir, à Villanova, Mikal Bridges. J'ai pu voir son jeu à Villanova, qui est une université autour de Philadelphie. C'est un joueur qui sera drafté en fin de top 10 ou peut-être plus tard. Mais ce que je vois en Mikal Bridges, c'est potentiellement, si tout va bien, s'il est dans la bonne équipe, peut-être un futur Klay Thompson. Encore une fois, quand je donne un nom, c'est le maximum possible. Ce que je vois surtout, c'est qu'il n'a pas besoin de dominer le ballon en attaque pour être efficace. Et ça, dans une équipe qui a déjà trouvé son meneur, parce qu'il y a énormément de meneurs aptes aujourd'hui en NBA, ils ont besoin de ce joueur de support. C'est pour ça, par exemple, que Klay vaut tant à Golden State. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Un bon shooter, vous connaissez Marcette, j'aime les shooters. Un bon défenseur qui ne domine pas le ballon. Ces 3 ingrédients, c'est ce que recherchent beaucoup d'équipes qui sont proches de toucher un titre NBA. On enchaîne les 2 choses sur lesquelles je vais garder un œil pendant un draft. On est parti. Ça fait une longue vidéo, dites-moi si vous kiffez les longues vidéos comme ça. Moi j'aime bien, après c'est à vous de me dire. 2 choses sur lesquelles je vais rapidement garder un œil. Kawhi Leonard, bien sûr, il a annoncé qu'il ne veut plus être chez les Spurs et qu'il veut partir chez les Lakers en particulier. Ce qui est pas cool pour les Spurs parce que ça limite un peu les choix. Et deuxième chose qui va m'intéresser, c'est ce qui va se passer autour des Celtics. On entend qu'ils sont intéressés par Mo Bamba, ils vont être obligés de faire un échange et d'aller le chercher un peu plus haut dans la draft. Une saison après avoir ajouté Kyrie, Gordon Hayward et Tatum, ils sont encore disponibles, ils ont encore plein de ressources pour faire des deals dans la ligue. Ils ont les cartes en main et moi je suis à fond derrière l'idée qu'ils aillent chercher Mo Bamba. Même si ça peut coûter Al Horford et quelques choix de draft pour échanger avec les Grizzlies. C'est les équipes qui n'ont pas peur de changer, qui n'ont pas peur de continuer du mouvement qui gagnent. Ça m'intéresse en particulier parce que Boston, ils ont la ressource pour échanger avec les Kings
Kings par exemple. Et si t'arrives au deuxième choix des Kings, ça veut pas dire que tu sélectionnes Mobamba avec le deuxième choix. Peut-être quelqu'un est complètement amoureux de Doncic, peut-être quelqu'un est complètement amoureux de Bagley. Et là t'as les cartes en main. Tu peux récupérer plus de ressources et le quatrième, cinquième choix pour récupérer Mobamba. Il y a plein de choses à faire.